5 lettres. Un raz-de-marée musical mondial et un pari gagné, celui de la postérité. Encore aujourd'hui, le disco triomphe sur les pistes de danse sans qu'aucun de ses hymnes n'ait pris une ride. C'est ça la force du disco, c'est que tout le monde a été heureux en même temps. On découvrait qu'on était totalement libre de faire ce qu'on voulait. Dans ce mouvement joyeux, désordonné, hédoniste, libérateur, la France a joué l'une des partitions principales et sans doute même la plus élaborée. Patrick Hernandez. La révolution musicale actuellement française existe dans le monde entier. Ça s'appelle le disco. De Claude François à Sheila, de Dalida à Patrick Juvet, les artistes francophones les plus en vue ont adopté le disco et l'ont propulsé au sommet des charts. Les sirènes du port d'Alexandrie. Laissez-moi danser, laissez-moi. Des hockey, des battes, des hymnes. Entre le milieu des années 70 et le début des années 80, c'est le French Sound qui est mondialement plébiscité. Un son détenu par quelques sorciers tricolores qui ont créé les groupes les plus emblématiques de ce mouvement mondial. Ce sont les Français qui ont été les précurseurs et les pionniers du genre, avec entre autres Céron, source d'inspiration inépuisable pour de jeunes musiciens qui, encore aujourd'hui, se réapproprient cet héritage. Aujourd'hui, le musicien, l'artiste, le producteur français, il est respecté. Il arrive avec une particule, c'est toujours chic. Mais derrière le strass, les paillettes, les boules à facettes, se cache un mouvement bien plus contestataire qu'il n'y paraît, où quand le disco devient une formidable machine à intégrer toutes les minorités sexuelles et ethniques. Le rock a été contestataire dans les mots et le disco plus dans les actes. Le disco, en réalité, c'est la musique de la libération. Liberté, égalité et talons compensés. Voici l'histoire du disco Made in France, l'autre révolution française. Les historiens sont formels. C'est en septembre 1977 qu'il date l'existence du tout premier tube disco chanté en français. Où sont les femmes? C'est l'énigmatique question posée par Patrick Juvet, fer de lance d'un nouveau son disco made in France. Avec Où sont les femmes, Patrick Juvet opère une véritable métamorphose. C'était un chanteur à lunettes connu en France. Ce titre va le propulser en roi du dance floor dans le monde entier. Une renaissance artistique pensée et conçue par un jeune producteur et parolier, l'auteur des mots bleus de Christophe, Jean-Michel Jarre. Lui avait envie de changer de peau. Patrick voulait sortir du monde de la vérité dans lequel il était pour explorer d'autres terrains avec l'émergence du disco, qui était aussi quelque chose qui était totalement décalé par rapport à ce qui se faisait en France et par rapport à ce qu'il était lui aussi. C'était la première musique de dance floor. En quelques jours, cet hymne disco prend la tête des charts en France. Il y restera pendant 9 semaines.
Il faut dire que le chanteur surfe sur le style musical le plus en vogue du moment. Car 1977, c'est le début des années fastes pour le disco. Dès le mois d'avril, le groupe ABBA est pour la première fois de sa carrière numéro 1 aux États-Unis avec sa première véritable chanson disco, Dancing Queen. Toujours en 1977, les Français commencent à s'imposer à l'international. Sheila et Céron conquièrent le sommet des hit-parades mondiaux avec des chansons en anglais. Les Village People sortent leur premier succès avec San Francisco, signe avant-coureur d'un raz-de-marée mondial que va connaître ce groupe, créé de toutes pièces par 2 producteurs français. En 1977, le train disco est donc déjà en marche et l'histoire déjà en route. Tout va s'accélérer dans les mois et les années qui vont suivre. Le disco va bientôt tout ensevelir pour devenir la bande-son de l'époque. Le coup de force de Patrick Juvet et Jean-Michel Jarre, c'est de l'avoir fait sonner en français. Lorsqu'il s'agira de rendre hommage à Patrick Juvet lors des Victoires de la musique qui ont suivi sa disparition en 2021, c'est une version d'Où sont les femmes, électrique, qui résonnera à travers la voix d'une de ses héritières, Clara Luciani. « 45 ans après sa création, Où sont les femmes » est devenu un classique. Une jeune génération s'est totalement réappropriée. Six ans après la révolution de mai 68, l'âge de la majorité passe de 21 à 18 ans. La jeunesse a pris le pouvoir et revendique désormais le droit à des loisirs émancipateurs. Le tournant s'observe lors des concerts, où le jeune public entre en transe. C'est dans cette société bouillonnante que de nouveaux lieux de fête vont se multiplier, les discothèques. Et la femme qui a sans doute le plus œuvré pour les discothèques et le disco, c'est une Française connue dans le monde entier, Régine. J'ai commencé comme barmaid, effectivement, dans un club. Je dis à mon patron, moi, si vous ne mettez pas de machines, les machines où je peux mettre les disques que je veux, je reste pas. Alors, il m'a mis des machines. J'ai dit, j'en veux 2, parce que je voulais pas avoir de silence. Et j'ai mis un linoléum. De fil en aiguille, le linoléum est devenu du parquet. Et puis après le parquet, il y a une piste de danse transparente. Et puis les lumières au plafond. Et puis des sonos de plus en plus perfectionnés. Et puis c'était la discothèque, le disco. On a considéré que c'était le moment d'assumer, de se déguiser, de faire la fête, de se mettre un truc avec une plume. Donc il n'y a pas d'interdit. Et c'est dans ces boîtes de nuit, alors en plein essor, que certains titres vont connaître un véritable succès, alors même qu'ils ne passent pas à la radio. C'est le cas de Soul Makossa, de Manu Dibango, en 1973, l'un des morceaux ancêtres du disco qui va prendre son envol à New York. On a un très bel exemple ce soir de la chanson française qu'on a exportée. C'est un garçon qui s'appelle Manu Dibango. Et il a fait un jour un disque. Et les Américains sont tombés fous de cette musique. Et finalement, on a exporté de la musique typiquement française. Et vous allez pouvoir le constater, Manu Dibango.
ça sent. Saul Makossa doit son succès à un DJ qui, en 1973, le passe en boucle dans sa discothèque à New York. Succès nocturne sur les pistes de danse, le disque est réclamé le jour chez les disquaires américains. Pour la première fois dans l'histoire du disque, eh bien, les radios ne sont plus devenues en fait des vecteurs prescripteurs des ventes de disques. Ce sont les DJ qui sont devenus des personnages considérables d'importance, qui ont lancé des tubes qui sont sortis de ces boîtes très, très underground. Saul Makossa est donc l'un des premiers succès disco de l'histoire, avant même que ce nom n'existe. Dès le départ, la musique française pose donc ses jalons dans ce courant musical encore balbutiant. Le Saul Makossa de Manu Dibango sera d'ailleurs samplé par un monstre sacré de la musique du XXe siècle. Michael Jackson, dans son album Thriller en 1982. Finalement, est-ce que c'est les boîtes qui ont promotionné le disco ou est-ce que le disco qui a mis les boîtes en avant? En tout cas, effectivement, c'était un travail de collaboration qui a bien fonctionné, puisque même à l'époque, il y avait des hit parades qui étaient des hit parades de club et les hit parades généraux. À partir d'octobre 1974, les morceaux les plus diffusés en discothèque ont droit à leur propre classement dans le Billboard, la Bible musicale américaine. Et c'est l'acte de naissance officiel du disco. Le premier numéro 1 de ce classement est une reprise d'une ballade des Jackson 5 par Gloria Gaynor. Voici donc le premier classique mondial du disco. Ce titre déploie sur 6 minutes tout ce qui en fait le sel et le son, à savoir une rythmique imparable. Il y avait ce qu'on appelait le rhythm and blues, la soul music, et la musique n'était pas la même au niveau de la batterie. La batterie faisait boum, pac, toum, boum, pac, toum, pac, toum, tac. Tandis que là, ça faisait boum, 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 boum. Et là, on est obligé de danser. Le pied. Tout est dans le pied. Rythmiquement, c'est ça qui a fait la différence. Le disco, c'est merveilleux, c'est tout. C'est super. C'est un nouveau phénomène de danse qui est très bien rythmé et qui me plaît beaucoup. Alors le rythme disco, c'est très simple, c'est 120 BPM. BPM, ça signifie battements par minute. Le cœur bat à 60 pulsations minute, donc en accélérant jusqu'à 120 BPM, on avait la rythmique de grâce euphorisante par excellence. Donc en fait, on a à la fois un côté confort organique, avec le pied de batterie très généreuse qui incite à boire. Dans les clubs, on sait que les basses ont un effet physiologique sur l'être humain qui fait que ça donne soif. Donc il y a ce côté-là. Il y a le fait d'avoir un côté très pop, au fond, très mélodique et très festif dans l'arrangement. La disco, en principe, a plutôt mission de la joie. Ils sont tous ensemble, mais ils dansent comme ils ont envie de danser. Est-ce qu'il y a une façon particulière de danser le disco? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on danse le disco comme on le ressent, selon les rythmes. Il n'y a plus une mode comme le twist, le crash cancan et tout ça. Qu'on soit
très bon danseur, qu'on soit un très mauvais danseur, on pouvait danser. C'est le premier genre musical qui prône réellement le narcissisme. C'est-à-dire que soudain, dans les discothèques, dans les clubs, on danse pour soi, on s'aime, chacun devient sa propre star. Finalement, le disco, effectivement, dans l'idée de faire danser et d'amuser en fait la terre entière, a été le nouveau phénomène qui a englobé toute la planète. À partir de la deuxième moitié des années 70, la planète entière va se mettre à trépider au rythme du disco. Et loin d'être en reste, les artistes français vont monter en première ligne et pour certains d'entre eux, partir à la conquête du monde. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Entre Claude François et le disco, c'est l'histoire d'une évidence. Quoi de plus naturel pour le chanteur que de prendre à bras le corps ce style musical si proche de son propre univers. En 1978, la star réalise un album 100% disco, bien conscient que les Français y ont une carte à jouer. Que la révolution musicale actuellement française existe dans le monde entier, c'est très très sérieux. Ça s'appelle le disco. Alors quand vous écoutez, vous dansez, vous achetez du disco, vous ne pensez pas que c'est français, je vous garantis que c'est absolument français, à tel point que quand on fait du disco à l'étranger, et en Amérique en particulier, on précise French disco. Alors à part les vins et les fromages, on a maintenant du disco. C'est quelque chose de très très important. Mon père prend conscience du disco à l'été 76 dans un club en Sardaigne où ça joue beaucoup dans la soirée de disco. Il se rend compte qu'il y a un nouveau courant musical qui est en train de naître. Mais Claude François veut profiter de la vague disco pour asseoir sa crédibilité auprès d'un public branché et intellectuel qui, jusque-là, le méprise. Il se rapproche donc d'un parolier très en vogue, Étienne Roda-Gil, l'auteur des textes de Julien Clerc. Une rencontre est organisée entre l'intellectuel de gauche et le chanteur trop populaire, deux hommes que tout oppose. Oh non, faut pas être violent, carrément. Ah oui, pour la faire courte, ça ne matche pas. Mais à la fin de la rencontre, mon père a cette phrase de... Je dis pas ça parce que je suis son fils, mais pour le coup, parce que c'est vraiment vrai, de génie, un peu provoque, en disant à Étienne, bon, bah, ok, tant pis, je vais continuer à chanter des conneries pour les pauvres, et puis toi, tu continueras à écrire des chefs-d'œuvre pour les petites filles de Neuilly. Et ça, le mec, ça lui monte au cerveau. Après, il rappelle le lendemain, et il dit, bon, ok, t'as raison. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. C'est de la sublime poésie. C'est-à-dire quand on écoute la qualité du texte de Roda-Gil sur Magnolia, par exemple, je ne connais pas une chanson disco qui ait un tel degré de poésie métaphorique. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, Magnolia, c'est probablement la chanson la plus aboutie de mon père. Si Magnolia Forever reste un grand classique de Claude François, Alexandrie Alexandra s'ancrera encore davantage dans son répertoire. Avec là encore, Étienne Roda-Gil à l'écriture. Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. Moi j'ai plus d'appétit
qu'un barracuda. J'ai pas le texte de la fin. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Hein? Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Pour te consoler, je veux te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Roda-Gil, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. Alors pour faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des chansons relativement simples et compréhensibles par tout le monde, mais il y en a aussi pour toi. Il y a d'autres chansons que tu comprendras parfaitement parce que Étienne Roda-Gil n'a pas écrit toutes les chansons. Mais là, c'est des chansons un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de métier deuxième degré. Et c'est génial qu'il explique Roda-Gil à un enfant et que ce soit lui qui le fasse. Je trouve que c'est assez improbable, mais en même temps, c'est un peu ça. Il y avait une question de danse, puisque j'avais dit « Allez, danse !» danse. Ça venait à la suite de « Je vais danser » ou « Je... » On peut le faire écouter. Tu danses. Je m'en souviens plus, je crois que tu danses dans ton livre, un truc dans ce goût-là. Ça, Roda-Gil, de toute façon. Spécial. Il y a une basse un peu syncopée dessus. Pour moi, c'est ça qui symbolise le disco. Ça fait bien la basse. Le chanteur ne pourra en revanche jamais savourer l'incroyable succès du deuxième single de son album Disco. Sur les filles. La date de sortie du 45 tours d'Alexandrie Alexandra, qui est prévue des semaines à l'avance, est fixée au 14 mars. Et c'est du hasard, et certainement pas du marketing. Il se trouve que ce sera le jour de ses obsèques. Et en fait, Alexandrie Alexandra va marquer ce jour-là le début de sa deuxième carrière, celle qui vit encore aujourd'hui, 45 ans après, portée principalement par ce titre. Les deux derniers hymnes de Claude François sont rentrés depuis au panthéon de la chanson et du disco Made in France. J'estime que presque toutes les, pas presque, toutes les mélodies, toutes les belles mélodies et toutes les mélodies en général peuvent très très bien être enregistrées en disco. Et ce qui est la preuve, c'est que j'ai pris des anciens succès à moi d'il y a 20 ans ou même 22 ans, comme Bambino, et que je les ai mis en disco et que ça va très bien. Genre... Après une première incursion dans le disco dès 1975, avec le titre « J'attendrai », Dalida va décider 3 ans plus tard de revisiter tout son répertoire à la mode disco, dans un titre de 7 minutes taillé pour les discothèques, Génération 78. Mais j'arrive. Et l'originalité, c'est que je voulais qu'il y ait un jeune qui fasse le lien avec toutes les époques des chansons qu'elle avait chantées. Ça justifiait que les titres, les succès d'Alida arrivaient par rapport à ces jeunes qui étaient la nouvelle génération et qui étaient, voilà. Je connais toutes tes chansons, da 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 da. Ce titre, en forme de trait d'union entre le passé et le présent, permet à un public encore plus large de tomber sous le charme du disco, désormais acclamé de 7 à 77 ans.
La diva va enfoncer le clou un an plus tard, en 1979, avec ce qui deviendra son plus grand succès et l'un des plus grands hits de l'histoire du disco, « Laissez-moi danser », écrit au départ par un compositeur italien. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Toto Cutugno et il m'avait porté une chanson qui était plutôt une chanson presque à une tarentelle, à un rythme slow mandoline avec, à la napolitaine. Mais il y avait ce petit violon qui faisait ta-ta, ta-ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta, que c'était presque ringard. Et moi, que j'avais dans l'oreille un peu le Village People avec cette énergie dans les chansons et ce côté un peu macho, vous voyez. Oui, mais il y a un certain moment, tu aimes ça, Bruno? Au début, elle avait dit au bureau, mon frère est fou. Vraiment, il est fou, il est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il veut me faire chanter? Mais c'est pas pour moi. C'est trop. Et après, quand elle a commencé à poser la voix, et que j'ai mixé et que je lui ai fait écouter, elle a dit, mon frère avait raison, je pense que ça va être un très gros succès. Et elle a plongé dedans, elle s'est donnée. Et on a eu l'idée de mettre ces 4 danseurs et ce passage, cette mélodie du violon, c'est devenu une partie chantée. J'ai pris des voix très costauds, très Village People pour ne pas avoir peur de mots. Et ça a donné à Dalida ce côté anglo-saxon là. Grâce à une promotion radio et télévisée intense, la chanson devient rapidement l'un des singles les plus vendus de sa carrière. Dalida, reine du disco, ne tombe pas pour autant dans la facilité et refuse de signer avec des maisons de disques américaines et de ne chanter qu'en anglais. D'autres auront moins de scrupules à abandonner leur langue maternelle pour la bonne cause, celle du disco. Juin 1977. Cela fait déjà presque 2 mois que le titre Love Me Baby est sorti en France. Il tourne en boucle à la radio et caracole en tête des hit-parades. Mais le public ignore qui en est l'interprète. La pochette, énigmatique, affiche le nom d'un groupe, a priori américain, les S.B. Devotion. Cette chanson elle est sortie sous un faux nom et on a fait ça parce que sinon, le problème c'est que Sheila n'était absolument pas associée aux boîtes de nuit avant. Sheila, c'est la famille, c'est pas du tout ça. Le canari qui s'est blessé, on ne peut pas le laisser. Prends-le si tu veux, il guérira mieux. Si on avait mis Sheila, Love Me Baby, ils auraient même pas écouté. Parce que Sheila, c'est pas l'image des discothèques. Donc on n'écoute pas, on met au panier. Le 15 juin 1977, dans les Rendez-vous du dimanche, présentés par Michel Drucker, le poteau rose est enfin dévoilé. La chanteuse américaine est en fait française, et c'est Sheila.
Alors, je vous l'ai dit au début de cette émission, c'est tout de même d'abord un petit événement, parce que je crois que c'est la première fois depuis que Sheila est dans ce métier que vous l'entendez s'exprimer en anglais. Alors, moi, quand j'ai écouté le disque la première fois, j'ai eu un doute. J'ai dit, c'est elle ou c'est pas elle? Car on ne savait pas au départ. Non, au départ, bien, c'était une aventure merveilleuse en réalité qui m'arrive, parce que lorsque je suis partie en Amérique il y a 6 mois, j'ai rencontré des auteurs-compositeurs qui sont devenus des amis. Et puis, ils sont venus à Paris. Ils ont décidé de m'écrire une chanson qu'ils m'ont amenée. Et puis, j'avais rencontré mes 3 joyeux lurons, n'est-ce pas, les compères. Arthur, Danny et Freddy. Et j'avais très envie de monter une compagnie noire, parce que je les aime beaucoup, parce que je m'entends bien avec eux. Et j'arrive avec donc le short, les bottes roses et le foulard autour du genou. Voilà. Et puis surtout, j'arrive avec mes 3 garçons. Et ça a fait beaucoup polémique, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, on parle du racisme, mais là, on est en plein dedans. Moi, ça m'a valu des quolibets, ça m'a valu des interdictions en télé, dans la presse, dans beaucoup de pays. Donc, évidemment, ça a surpris et ça a choqué et dérangé. L'image de Sheila et des Bee Devotion est marquante et suffisamment rare pour faire bouger les lignes à une époque encore crispée sur les questions d'intégration. Ici, pas de discours revendicateur, juste la fabrication d'une nouvelle imagerie populaire qui va infuser dans l'esprit des Français. Avec le succès international de Love Me Baby, l'ex-star des Yéyés vient de réussir son entrée fracassante dans le monde du disco. Sheila ne s'arrête pas là. Avec ses Bee Devotion, elle sort dans la foulée une reprise de Singing in the Rain. On peut dire ce qu'on veut. On entend ça, franchement, ça met de bonne humeur. Imaginez-vous, je suis à New York, je suis dans une voiture, et là, je m'entends à la radio. Je mets plus fort, parce que je sais plus, je disais, putain, il y a quelqu'un qui a fait ma copie. J'avais ouvert toutes les fenêtres, je disais, c'est moi. Voilà, pour moi, c'est la plus grande des réussites, c'est d'être capable de s'entendre à la radio à New York. J'ai eu la chance d'être reçue par Gene Kelly. Il m'a joué du piano, on a fait des photos ensemble, il a dansé des claquettes. Pour moi, c'est juste le rêve d'une vie d'une gamine qui a toujours rêvé de danser, qui a rêvé de faire des comédies musicales et qui tombe chez le plus grand. Qui, le plus grand, a écouté votre disque, vous connaît et vous dit ô combien il est heureux que vous ayez fait sa chanson et qu'il trouve ça bien. Le parcours de Sheila est représentatif de l'incroyable vitalité de la musique française à la fin des années 70. Pour la première fois de son histoire, la voilà diffusée aux 4 coins du monde, non plus comme un son folklorique ou exotique, mais comme une musique en train d'écrire la bande-son de l'époque. Oui, la bouche pas trop fermée, Karen, hein? Légèrement entrouvert parce que c'est ça ton style. Dans la lignée de Sheila, Karen Cheryl, jeune chanteuse de variété, va également profiter de l'aura nouvelle entourant les artistes français à l'international. Moi, j'étais complètement portée par une vague euphorisante. Ça marchait du feu de Dieu dans tous les pays d'Europe, au Canada, au Japon. High as they come, yeah, 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 yeah. Oh, thank you.
Je me suis retrouvée à Philadelphie avec les choristes de Barry White, avec les mixeurs de Barry White, à travailler là-bas. Karen Cheryl, presque américaine maintenant, hein, on ne voit plus beaucoup en France. Effectivement, je voyage énormément et je viens de rentrer des États-Unis, de New York plus exactement, où se terminait le mixage de mon nouvel album. Et c'est toujours très disco. Toujours très disco, cela donnera, j'espère, envie de danser. La recette pour percer à l'étranger, un son disco, des paroles en anglais et dans le cas de Karen Cheryl, un producteur exalté, un Berry-Back. Là, je retrouve toute l'ambiance là qu'on avait en studio et tout ça. Alors là, les danseurs vont pouvoir fonctionner, c'est ça qui est important. Un Berry-Back croyait très très fort à cette vague disco et pour pouvoir enregistrer en fait aux États-Unis avec les meilleurs producteurs, les meilleurs musiciens, avoir les meilleurs mixeurs et dans les meilleurs studios d'enregistrement, il est allé à l'époque jusqu'à hypothéquer sa maison. Voilà, il était dans l'euphorie du moment. New York est la ville du disco. Ils ont découvert le disco par les Français, par les Européens, mais par les Français, je crois que c'était les premiers. Et tiens, je vais te donner un exemple. Regarde, si je prends la radio, la première touche venue, hein. Tiens, regarde ça. Donne ça. Regarde ça, tiens, je te change. Regarde, encore. Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et finalement, il a eu raison de le faire, puisque tous les disques ont été des albums de platine dans tous les pays d'Europe. Donc c'était très très surprenant. Et je me suis retrouvée avec un chorégraphe qui nous faisait, avec les danseurs, répéter pendant des heures. Two times. Okay. Yes, can we try from the clock? Le disco se démarque de la chanson française par ses chorégraphies qui deviennent des passages obligés et démontrent la place prépondérante prise par l'image dans le monde de la musique. Je ne sais plus comment faire. Love me truly, love me dearly, love me like green grass, love the rain. Laissez-moi danser, laissez-moi. Il vous apprenait, vous savez, à avoir hypnotisé la caméra pour apparaître et immédiatement, dans le dixième de seconde, avoir le regard qui transperce l'objectif pour aller jusqu'au téléspectateur. Non, mais c'était très drôle. Durant les 4 années que vont durer sa période disco, Karen Cheryl va vendre 14 millions de disques dans le monde. Mais une autre artiste française va faire encore mieux en dehors de nos frontières. Muse de Salvador Dali, de David Bowie, mannequin de classe internationale, la Française Amanda Lear s'est installée en Allemagne au milieu des années 70. Au départ, elle ne jurait que par le rock. Mais comme pour beaucoup d'autres artistes, le disco l'a rattrapée. Ah, le disco, changé ma vie? Non, il n'a pas vraiment changé ma vie. Simplement, il m'a procuré le succès que je voulais dans la musique. Tout part d'un malentendu, je pense. Vous savez, j'étais à New York parce que j'avais suivi David Bowie, j'avais une histoire avec David Bowie, et on me faisait miroiter un premier album de rock and roll. Moi, je voulais être une chanteuse rock. Le disco ne m'intéressait pas, j'allais pas en boîte. Et au bout de 2 ans, attendre, j'ai dit, bon, maintenant j'en ai marre, je prends l'avion, je rentre en Europe. Et comme c'était la grande période disco, la seule major, disons, qui m'a approché, c'était les Allemands.
Et ils cherchaient justement une chanteuse blonde, parce qu'ils sont très branchés Marlène, vous savez, les Allemands, c'est toujours la blonde dans un cabaret avec les cigarettes, et la voix rock, comme ça leur plaît beaucoup. Et alors ils m'ont proposé, et ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse, Amanda Lear. Alors j'ai dit, chouette, alors je vais en Allemagne. Ils m'ont dit, oui, mais il va falloir faire de la musique disco. Ah bon? Ah, je dis, mais non, mais moi au départ, je croyais que j'allais faire... Non, ça va être du disco. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. En 1978, Amanda Lear s'enferme dans un studio à Munich avec un producteur allemand pour sauter dans le grand bain disco qui inonde l'Europe. Quand je me suis mise à chanter, il a dit, non mais qu'est-ce que c'est que cette voix épouvantable? Je dis, je sais pas, moi, David Bowie m'a payé des cours de chant, donc moi, on m'avait appris à placer ma voix. Je dis, non, mais c'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, en Allemagne, on veut beaucoup plus bas. Ah bon? Non, beaucoup plus bas. Plus bas. Il dit, plus bas, je peux pas. Alors, ils m'ont fait fumer des clopes et boire du whisky. Et à peu près 4-5 heures du matin, parce qu'ils ont enregistré la nuit dans les studios à Munich, j'avais la voix comme ça. Là, das ist gut, da. C'est ça qu'on veut. J'ai dit, bon, d'accord. Où sa voix androgyne colle parfaitement à l'esthétique sonore du disco. Le disco détient de telles promesses de succès que peu d'artistes français n'y résistent à l'époque. C'est bien simple, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut sonner disco. Tout le monde a eu envie de faire ça, d'abord parce que ça marche. Quand ça marche, tout le monde prend la route, évidemment, c'est normal. I am the queen of the disco. La Rocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. Dans ce disco, oui, music machine. La plupart des chanteurs ou chanteuses français qui se sont mis au disco étaient déjà des têtes d'affiche bien installées dans le paysage musical. Mais il existe un cas à part dans l'univers du disco français.
Patrick Hernandez. C'était un obscur musicien qui tentait de percer depuis le début des années 70 au sein d'un groupe, Paris Palace Hotel. Nous avons enregistré quelques singles qui n'ont pas eu le moindre succès, qui sont restés certains dans les tiroirs et d'autres dans les bacs. Ils ne se sont absolument pas vendus, à tel point qu'en 1976, j'ai décidé de retourner dans le Périgord et puis j'ai fait de l'élevage de veaux, vous voyez, le cow-boy du Périgord. Mais l'ancien producteur du groupe, Jeanne Van Loo, croit encore en lui. Et en 1978, en pleine vague disco, il le recontacte pour le produire. Il faut dire que le chanteur a gardé des maquettes enregistrées avec son ancien groupe. Et peut-être même une pépite. Il m'a demandé de rejouer les chansons que je jouais avec le groupe, comme ça, pour le plaisir de les réentendre. Je lui ai rejoué donc cette chanson, notamment Born to Be Alive. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à s'y intéresser à nouveau en me disant « Écoute, je crois que j'ai une idée qui est en train de germer dans ma tête. » Et donc, le lendemain, il m'a fait rejouer cette chanson. Le troisième jour, il me l'a fait encore rejouer en me disant « Je crois que là, définitivement, j'ai une idée qui ne va pas te plaire du tout. » Parce que c'est vrai que le disco n'était pas ma tasse de thé. Il m'a fait écouter une chanson pour qu'on puisse s'en inspirer, qui était « You Make Me Feel » de Sylvester. Et effectivement, nous sommes repartis de la même ossature. C'est-à-dire qu'on est reparti sur le même tempo, qui est un tempo très rapide pour du disco. Il nous avait donné donc cette feuille de route en nous disant, écoutez, respectez ça, la vitesse métronomique, la basse, la batterie, et puis après, amusez-vous. Quand on est revenu avec cette maquette enregistrée dans l'après-midi, il nous a dit un truc qui nous a un peu surpris, et notamment moi, parce que je traînais cette chanson depuis 1973 quand même, et il nous a dit « Vous avez fait une bombe atomique ». Pendant 6 mois, on a essayé de contacter tous les gens qu'on pouvait pour essayer de sortir cette chanson dans des bonnes conditions. On s'est cassé le nez à tel point que le disque a vraiment failli finir dans une poubelle, quoi, franchement. Nul n'est prophète en son pays. Mais Patrick Hernandez va réussir à se faire signer d'abord en Italie, où le disque se classe directement numéro 1, puis en Belgique et aux États-Unis, où contrairement à la France, on lui déroule le tapis rouge. I'm going to introduce to you a singer and a composer of the summer's biggest disco hit. A song which was #1 in Italy, Germany, Holland, Austria, Belgium, and certainly in the United States. Patrick Hernandez. Eh bien, c'est une récompense que j'ai reçue avant-hier à Phoenix, en Arizona, et qui dit que Patrick Hernandez est le meilleur nouvel artiste de l'année aux États-Unis. Et je suis très heureux. Please welcome the sensational Patrick Hernandez.
Il a remporté, tenez-vous bien, 54 disques d'or. Félicitations, longue vie et bonne chance. Le phénomène du one hit wonder, on appelle ça en anglais, un seul titre qui est un titre gigantesque qui a un peu écrasé le reste, il faut bien le reconnaître, m'a un peu gêné à la suite de la promotion de Born to Be Alive. Alors j'ai essayé de faire plein de choses. Rien n'a fonctionné à l'époque. Donc ça, c'était un peu frustrant. Mais en fait, je me suis fait très très bien à l'idée d'être Mr. Born to Be Alive. Ça, c'est, voilà, une espèce de statue du commandeur avec la canne comme ça. Et je l'assume et je le vis extrêmement bien. Avec 25 millions de disques vendus depuis sa sortie, Born to Be Alive est passé du statut de tube à celui de standard. « 43 ans après, l'artiste a pris quelques rides, mais la chanson pas du tout, donc ça c'est bien. » Patrick Hernandez est une preuve supplémentaire que la musique française s'exporte en cette fin des années 70 comme elle ne s'était jamais exportée auparavant. À tel point que les étrangers se mettent à parler d'un son français, un French sound reconnu et désormais plébiscité à l'international. Cet homme qui s'agite derrière les fûts de sa batterie est en train de révolutionner la musique française et mondiale. Il s'appelle Marc Serron. Son visage est moins connu que sa musique, unanimement salué. Serron, c'est un grand nom du disco et peut-être le plus grand nom du disco français. Pionnier d'un disco plus électronique, il va influencer plusieurs générations de musiciens. Son histoire dans le disco démarre en 1976 lorsqu'il décide de quitter son groupe de jeunesse, Congas, pour se lancer dans un projet en solo, très personnel, emmené par un hymne langoureux, long de 16 minutes 30, Love in C minor. Mais la diffusion de ce titre et le sacre de son auteur vont s'apparenter à une incroyable épopée mêlant hasard et acharnement. Quand j'ai fait mon premier album Love in C minor, j'ai utilisé tout ce que j'aimais de l'époque, les violons de Barry White. Des basses lancinantes, je me souviens d'un George Benson, papadom, pom, papadom, pom, pom. Enregistré à ses propres frais dans un studio à Londres, Love in C minor capte également l'attention en raison de nombreux râles féminins qui bercent le morceau. Tout était très créatif dans ce studio et j'ai voulu renvoyer, aux choristes, comme elles semblaient vraiment apprécier l'enregistrement. Au mixage, venez un soir, je mets du champagne, des petits fours, puis je vous fais écouter le mix, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Et là, d'un seul coup, elle commence à oh, et puis elle commence à faire tout ça. Très vite, le studio était en bas, la cabine était en hauteur. Je dis à l'ingénieur, tu tournes. Et on a tout défilé, on a gardé. L'album se fait, je vais le proposer à Eddie Barclay le premier, qui me dit « T'as rien compris, c'est dommage, t'avais un bon groupe, tu devrais t'acheter un bar tabac, mais il faut faire autre chose, t'as pas compris. » J'étais extrêmement vexé et là je me disais « Bon, j'ai loupé ».
Les premières réactions me disaient tous c'est impossible, on ne peut pas passer ça en radio, 16 minutes 30. Et quand je leur disais mais c'est surtout pas pour les radios, ah ben là ils me mettaient à la porte, ils me viraient, ils me disaient le mec il est habité. Et en fin de compte, je suis allé à Londres faire fabriquer quelques vinyles pour donner un peu de vie à mon disque. Et le fabricant Highland me dit on ne peut pas en faire moins de 5000. Qu'est-ce que je vais faire avec 5000 vinyles? Mais bon, je les commande. Les albums arrivent, on commence avec des copains à les distribuer de gauche à droite dans des magasins qui avaient un peu de spécialité de musique de danse. Il y a un magasin qui n'existe plus qui s'appelait Chandis, qui était sur les Champs-Élysées. Et il me dit un jour, livre-moi-en 300 et on fera le compte à la fin du mois. J'étais ravi, sauf que 2 jours après, il me rappelle pour me dire qu'un de ses magasiniers s'est trompé. Au grossiste new-yorkais qui devait renvoyer des Barry White, invendus ou défectueux, enfin peu importe, il a renvoyé les miens. Échoués de l'autre côté de l'Atlantique, les disques de Ceron tombent entre les mains et les oreilles de DJ américains qui le font tourner en boucle dans les discothèques. Sur les dance floors new-yorkais, le son Ceron commence à faire fureur. J'ai commencé à entendre et croiser des copains qui allaient aux États-Unis, qui faisaient des voyages, qui me disaient dis donc, ça commence à bien marcher pour toi aux États-Unis. Je croyais que c'était une blague. Et au bout d'un certain temps, assez proche, c'était pas une blague. Donc je suis allé aux États-Unis avec un copain. On a sonné à la première porte. Ce qui avait de plus important à l'époque, c'était Atlantic Records. Et une fois que j'ai expliqué mon histoire, et croyez-moi, quand vous passez du standard à un petit directeur qui va le raconter, ça n'a pas été facile. Bref, je suis arrivé devant le président à qui j'ai raconté mon histoire, qui avait entendu parler de ce qui se passait, qu'en radio, on faisait des annonces, si vous connaissez qui se cache derrière Ceron, Love in C minor. Bref, je signe avec Atlantic, ils sortent l'album et évidemment, ça a fait boum. This man released a record in France that was recorded in England. It became an instantaneous smash hit all over Europe. L'animateur Dick Clark était un peu le Michel Drucker, l'émission du samedi soir. C'était le prime le plus important à cette époque et on me jetait là-dessus. Love in C minor. Ladies and gentlemen, Ceron! Love in C minor va s'écouler à 5 millions d'exemplaires. Le jeune Frenchie touche du bout des doigts le rêve américain et empoche le jackpot. Et les Américains, eux, se sont servis de dire que j'étais français. Ils appelaient ça le French Sound. Very nice, merci. Ensuite, après que j'ai joué, on m'appelle pour me faire un petit peu d'interview. Je ne disais pas un mot d'anglais. Merci beaucoup. Oh, wait a minute. What is this? Wait. I am very happy to be here with you. Oh. I'm glad you enjoy my music. Thank you. Ah, Ceron, thank you very much. Mon premier disque a marché d'abord aux États-Unis. Pourquoi, j'en sais rien. En France, on n'en voulait pas. C'est quand les Américains l'ont attrapé et que ça a été un tube là-bas, qu'il est revenu en France. Et oui, le tout nouveau 30 cm de Monsieur Ceron, déjà un super triomphe dans toutes les discothèques. Monstrueuse victoire de vente aux États-Unis. Ceron va poursuivre sur sa lancée. Suite à un deuxième album couronné de succès, le musicien va radicalement changer de style. Fini l'ambiance érotico-kitsch et les cascades de cordes dont il avait fait sa marque de fabrique. En 1978, il débarque avec Supernature, un album et surtout un titre en forme de trance hypnotique à l'ambiance crépusculaire.
Face à ce qui pourrait ressembler à un suicide commercial, sa maison de disques américaine panique. C'était tellement différent. Quand j'ai envoyé ça à Atlantic, ils n'étaient pas tout à fait contents. Mais ils avaient Give Me Love, ils savaient que la suite était là. Et en fin de compte, c'est l'inverse qui s'est passé. Et Supernature a été, je pourrais dire, le titre qui m'a un peu plus assis. Où de là, j'ai commencé à penser que je pourrais peut-être surfer, on peut une expression du métier, pendant 2-3 ans. Le coup de génie de Céron, en 1977, est d'inventer à la fois le son du présent, mais aussi celui du futur. Sa musique sera samplée, reprise par tous les plus grands noms de l'électro, du rap, de la house, de la techno pendant les décennies suivantes. Comme ce Give Me Love, remis au goût du jour par le DJ français Bob Sinclair en 2001. Le 30 juin 1978, Céron reçoit 5 récompenses au Billboard Disco Forum. Meilleur artiste, compositeur, producteur, instrumentiste et arrangeur de l'année. Il décide de s'installer aux États-Unis. La France mettra plusieurs décennies à reconnaître l'importance de sa musique. I love to love you, baby. Oh, I love to love you, baby. I love to love you, baby. I love to love you, baby. Si Céron arrive à saisir mieux que personne le son des années 70, il a en la matière un vrai concurrent. Un autre Céron fait des miracles outre-Rhin. Il s'appelle Giorgio Moroder. Avec la chanteuse Donna Summer, il est en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire du disco avec ce Love to Love You Baby, long de 16 minutes 30, sans doute l'hymne le plus sensuel de l'histoire. Donna Summer, pendant 20 minutes, elle gémissait dans un micro. Oh, c'est un long orgasme, disons-le. Voilà. Donna Summer au chant, Giorgio Moroder à la production, une Américaine et un Italien, tous deux installés à Munich. Dans l'histoire de ce mouvement musical, la rivalité franco-allemande va pousser chaque pays à se dépasser. De l'autre côté de l'Atlantique, on compte les points. C'est les Allemands, je crois. On dit que c'est moi qui ai inventé le disco, je crois pas. J'en suis certain d'ailleurs même. C'est les Allemands. Je crois que Donna Summer, c'était la première à amener ce son de soul, avec ce son d'allemand là, très militaire. C'était très. Pour ça que les Allemands faisaient ça très bien, parce que c'était basé sur un toum, 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 toum. Il y a eu Georges Moroder, il y a eu toute cette usine, une espèce d'usine du son de Munich. C'était là-bas. Un son disco-électro et une ambiance suave et sexy en diable, Love to Love You Baby sera enregistré lumière éteinte. Donna Summer tenant à s'immerger dans son rôle. C'est une chanson manifeste. Le plaisir féminin, sujet encore tabou mais bien d'actualité en ces années de revendication féministe, trouve dans ce titre un prolongement musical. Car si la révolution sexuelle a bien eu lieu dans les années 60, le disco sonne l'heure de la libération sexuelle. Le disco, c'est la musique du corps, et la discothèque devient une bulle hermétique de danse et de plaisir, un espace de liberté et surtout un territoire sexué.
tous les samedis soirs, on allait dans ce temple, cette église qui était la discothèque, se retrouver et célébrer un culte au corps, à la musique, au sexe. C'était extraordinaire. Il y avait toute une culture disco. On a souvent dit sex, drogue and rock'n'roll. Je dirais plutôt que c'est sex, drogue and disco. La musique disco, c'est une musique festive, c'est une musique qui vous pousse à vous lâcher. Là, c'était vraiment pour s'envoyer en l'air. S'envoyer en l'air et même dans les étoiles. Car la France va également être à l'avant-garde du space disco, variation électronique et planante du genre. Le premier hymne, Magic Fly, débarque dans les bacs en 1977. Derrière ce tube, un groupe au nom tout trouvé, Space. C'est Elisabeth Tessier qui rencontre mon producteur et qui lui dit, voilà, je prépare une émission sur les astres. Est-ce que Didier voudrait composer l'indicatif de l'émission? Quel est donc le symbolisme attaché au signe de la balance? J'ai bien sûr accepté. Et suite à ça, je suis parti du bureau de mon producteur à Pigalle. J'ai acheté mon premier synthétiseur. Je suis rentré à la maison et la maquette est née en 1 heure pratiquement. Hop. L'émission s'est pas faite. Mais moi, j'étais sûr que c'était important que ça sorte. Je ne sais pas pourquoi, j'avais la sensation. Mon producteur va dans la maison de disques et la maison de disques dit, ça, le nouveau Didier Marouani, on ne veut même pas le sortir. Ça ne marchera jamais. Didier Marouani est alors un jeune chanteur de variété qui assure les premières parties, entre autres de Joe Dassin, Johnny Hallyday ou Claude François dans leur tournée d'été. Le chanteur doit donc trouver une solution pour sortir le disque incognito et passer outre sa maison de disques avec laquelle il est en contrat d'exclusivité. Donc je ne pouvais pas arriver et jouer en disant c'est Didier Marouani, quoi. Parce que le Polydor m'aurait fait un procès à l'époque. Donc j'ai décidé de créer un groupe qui s'appelle Space et on va pouvoir s'habiller en cosmonaute, ce qui fait que je vais pouvoir mettre un casque sur ma tête pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et quelque part, c'était le premier marketing act du show business français, quoi. Difficile, quand on voit Space, ces musiciens masqués et ces sons futuristes, de ne pas penser au célèbre duo casqué français, les Daft Punk. 20 ans après le décollage de Space, Daft Punk transformait l'anonymat forcé de Didier Marouani en marque de fabrique planétaire pour un succès retentissant. Et voilà, c'est sorti au mois de janvier 77, fin janvier au Midem, et mon producteur m'appelait en me disant « J'ai vendu à l'Allemagne, j'ai vendu aux États-Unis, j'ai vendu à l'Angleterre ». Pour un Français, c'était carrément fou, quoi. Quand j'ai fait la tournée avec Joe Dassin, j'avais vendu des millions de disques, je ne pouvais pas le dire. C'était pas frustrant, je veux dire, mon ego était suffisamment satisfait et rassasié. Les disques de Space vont entrer en résonance avec l'actualité de l'époque. En pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se livrent à une véritable course à l'espace, avec pour les Russes, une bande-son toute trouvée. En Russie, la chaîne de télévision montrait des images de quoi? D'espace, à longueur de journée. Et qu'est-ce qu'ils avaient choisi? Ils ont choisi ma musique pour illustrer les images. Ce qui voulait dire que de la chaîne de Moscou jusqu'au Kazakhstan, la notoriété était la même. Depuis ses débuts, Space et Didier Marouani sont devenus de véritables icônes en Russie. Vente d'albums stratosphériques et des tournées réunissant chaque soir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. En jouant sur le mystère et l'anonymat pendant de longs mois, l'aventure de Space est symptomatique du disco.
un mouvement musical qui ne donne pas dans le culte de la personnalité. C'est la grande différence avec le rock et ces monstres sacrés intouchables, vénérés tels des divinités. Je m'appelle Jean-Philippe Fred, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Je trouve que le rock, c'était plus une performance de soi, d'attitude. Je te montre, je fais. La disco, c'est viens, on va faire. On peut pas le faire tout seul, ensemble. C'est la vraie différence avec le rock. Dans le disco, l'interprète n'est souvent qu'un ingrédient parmi d'autres. Le moteur créatif devient le producteur qui va insuffler dans le processus d'enregistrement des exigences artistiques alors inédites. Et en termes de production, 2 Français vont devenir incontournables sur la planète disco. 2 amis, Jacques Morali et Henri Bellolo, à l'origine de l'une des plus incroyables success stories musicales de l'histoire. Village People. Un titre voué à la postérité et un groupe tellement bien marketé qu'il va durablement imprimer sa marque sur la musique mondiale. Encore aujourd'hui, les hymnes des Village People sont des incontournables des pistes de danse. Join your fellow man. Come on, people, and make a stand. In the Navy. In the Navy. Macho, macho, macho man, yeah. I've got to be a macho. I've got to be a go west. Life is peace there. Go west. Lots of hope there. Go west. Leur premier coup d'essai a lieu à Philadelphie en 1975, lorsque Morali et Bellolo décident de créer un groupe disco 100% féminin, la Ricci Family. Okay, girls. Hi. Bon, we start to do the first take, okay? Are you ready? Ready. We go. Avec le succès de Best Disco in Town, la Ricci Family se fait un nom et Morali et Bellolo une réputation. C'était un peu la reconnaissance de leur travail et un peu la consécration. 2 Français arrivent aux États-Unis en 1975 sans même parler anglais. Bon, en peu de temps, ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord avec leur musique. Donc Ricci Family leur a ouvert les portes de l'industrie musicale aux États-Unis et a permis également le lancement d'un deuxième groupe plus tard, les Village People. Henri Bellolo, vous êtes donc avec Jacques Morali, votre comparse à l'origine de ce groupe Village People qui est en train de devenir quelque chose de gigantesque sur le plan mondial. Alors, comment est né ce groupe? C'est né dans l'esprit de Jacques Morali, il se promenait dans Greenwich Village. I went in a disco in Greenwich Village, and I entered in the disco, and as I saw an Indian dancing on the bar. And nearby him was a guy dressed in cowboy, another one dressed like a construction worker, another guy in leather, and I said, my God! Ce serait fantastique mondialement d'avoir un groupe qui représente autant l'Amérique. It's there. I don't understand why nobody has think about that before, you know. Jacques Morali et son associé Henri Bellolo imaginent un groupe qui véhiculerait tous les stéréotypes du mâle américain, ou plutôt qui réunirait tous les clichés les plus en vue dans le monde gay.
Une petite annonce est passée en vue d'organiser le casting de ce qui deviendra le premier boys band de l'histoire. Donc il était demandé à des gens, des jeunes hommes bien portants et plutôt beaux, de se rendre à cette salle-là. Il fallait savoir chanter, danser, bouger et avoir une moustache. Here I am in my office, and I have seen about 300 people, and I picked the best, I think. Well, you sure did. Comment est-ce que les professionnels du showbiz américain réagissent? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu vexés de voir que ce sont des Français qui ont réussi le coup de l'année? Pas du tout. Ça les a amusés au début, que ce soit des Français qui aient pensé à ça. Ils ont peut-être un peu regretté de l'avoir pensé eux-mêmes. Tu vois? The Village People. Les Village People enchaînent les tubes avec une régularité métronomique. Ils vont vendre plus de 80 millions de disques dans le monde. YMCA va être le 10e single le plus vendu de l'histoire. Add up to the most powerful group on the music scene in a long, long time. Les Village People, c'est 70 personnes, 100 tonnes de matériel, c'est le Châtelet sur la route, quoi. On joue 52 villes. Ce sont des forums entre 10 000 à 55 000, 70 000 personnes, puisqu'on finit à Madison Square Garden. Un succès sans précédent pour un groupe qui réussit l'exploit de toucher le grand public tout en jouant avec les codes de la communauté homosexuelle. Moi, je trouve quelle idée géniale de faire les Village People, quoi. À l'époque, ils ont mis au grand jour tout ce qui a été caché pendant des années. L'ambition de Morali de Bellolo, c'était justement de sortir la disco et les gays du ghetto pour le transformer en culture dominante presque. Et pour la première fois, la culture gay s'est transformée en culture dominante. Now you're establishment and you're worth millions and zillions of dollars. Ça a fait bouger les lignes formidablement. Le rock a été contestataire dans les mots et le disco plus dans les actes. Le disco, en réalité, c'est la musique de la libération. Ça a permis à des gens qui étaient reclus, cachés, qui n'assumaient pas et qui n'étaient pas prêts à se libérer et à lâcher les chaînes, de le faire. D'une certaine manière, le disco était, sur le plan sociologique, très en avance. Mais le double niveau de lecture des chansons des Village People est parfois à double tranchant. Lorsque les producteurs français obtiennent l'autorisation de tourner le vidéoclip de In the Navy sur une base navale américaine, ils ne se doutent pas alors du scandale à venir. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'en principe, sur cette base-là, qui est une base réservée aux citoyens américains ou aux gens de l'armée, les civils, en principe, n'ont pas le droit d'entrer, et en plus, les civils étrangers, comme nous, Français. Sur un bateau nucléaire, d'ailleurs. C'était sur un bateau à propulsion nucléaire, un lance-missile. Bref, on a tourné le film et la marine américaine a été tellement ravie que d'abord elle nous a nommés, Jacques et moi et les Village People, citoyens d'honneur de la marine des États-Unis, premièrement, et deuxièmement, In the Navy a été pris comme hymne officiel de la marine américaine et il est joué par toutes les marching bands de la marine américaine des États-Unis. La marine a quand même fait marche arrière un peu plus tard, car il y a eu un début de scandale qui est apparu dans la presse locale aux États-Unis, et même presse nationale, qui disait que l'armée américaine finançait les lobbies gays. Voilà, on en était là à l'époque, pour vous dire à quel point les rumeurs étaient infâmes. Donc la marine avait quand même fait marche arrière et s'était retirée du partenariat. Mais ceci dit, on a pu tourner notre clip sur ce porte-avions et les images sont restées. En parallèle du triomphe des Village People, Henri Bellolo et Jacques Morali vont faire la rencontre de Patrick Juvet, auréolé, lui, du succès d'Où sont les femmes. Un super club spécial Patrick Juvet.
Bonjour Patrick. Bonjour Sam. Belle journée. Ah, il fait très chaud. Le chanteur veut désormais conquérir l'Amérique. Les deux producteurs, qui transforment en or tout ce qu'ils touchent, lui concoctent un album 100% en anglais, avec un single en forme de déclaration d'amour, I Love America. Morali Bellolo disait toujours c'est un juste retour d'ascenseur qu'on a fait à Patrick, parce que l'Amérique leur a tellement donné à eux qu'ils avaient envie de célébrer l'Amérique, et donc cette chanson était venue naturellement, I Love America, pour Patrick Juvet, qui a été un succès phénoménal. L'idée de Jacques Morali, c'était un Français qui arrive, vaut mieux leur dire qu'on les aime. Donc on arrive, on dit I Love America, je l'ai dit 43 fois, j'ai calculé. 43 fois dans le disque, on a le temps de se le mettre en tête, mais c'est vrai qu'en boîte, il passait la version longue. Un quart d'heure de I Love America. Cette ode à l'Amérique, longue de 14 minutes, va s'imposer dans le monde entier. Pari réussi pour Patrick Juvet, désormais hissé au rang d'icône internationale du disco. Tout comme Morali et Bellolo, un autre duo de producteurs français va infuser le fameux French Sound sur toute une série de tubes planétaires. Derrière ces titres imparables, Jean Kluger et Daniel Vanguard. C'est à eux qu'on doit, entre autres, Cuba des Gibson Brothers, un groupe formé par 3 frères d'origine martiniquaise. Daniel Vanguard a eu cette idée, il nous a dit mais si on essayait peut-être de puiser un peu dans vos origines. Et nos origines, bon, bah, c'est la Caraïbe, c'est la Martinique. Et à cette époque, c'est vrai que la salsa, c'était pas très très connu, quoi. Et on s'est dit pourquoi pas essayer d'allier la musique disco avec la salsa. Donc tout est parti de là. Daniel a trouvé justement la mélodie au départ. Il a trouvé aussi le titre. Et après, donc, tout s'est enchaîné. Considéré comme un des grands Manitou du French Sound, Daniel Vanguard n'est autre que le père de Thomas Bangalter, future moitié du groupe Daft Punk. Ils seront dans les années 90 les pionniers de la French Touch. Le son français qui s'exporte dans le monde entier est, dans le cas présent, un secret de fabrication familiale. Quand on travaillait sur Cuba autour du piano de Daniel, Thomas était là, quoi. Il était petit. Alors je me suis dit, mais peut-être que quand il avait 4-5 ans, peut-être qu'il écoutait déjà et c'est peut-être pour ça qu'il nous a piqué des plans après pour Daft Punk. C'est peut-être ça. Daniel Vanguard sera également l'homme caché derrière les tubes du groupe Ottawan, emmené par un danseur-chanteur repéré par le producteur en boîte de nuit, Patrick Jean-Baptiste.
Avec ses paroles rafraîchissantes et légères et ses refrains entêtants, le groupe Ottawan trouve la formule d'un disco populaire qui va rendre ce style intimement lié à la fête. Pour t'amuser, tu prends des discos. Tu veux faire une fête chez toi? Tu prends un disco. Tu peux faire autrement. Tu prends autre chose, ils vont s'ennuyer. Les gens, quand tu prends un disco, les gens vont chanter à tue-tête. Tu me dis que je suis une fille superbe, mais t'es pas le premier. Mais c'est mignon. D-I-S-C-O. Bah oui. Démoniaque, hystérique, satanique, c'est pas possible. C'est simple, les gens, c'est ce qu'ils aiment. Si beaucoup de producteurs français ont œuvré à l'international, certains producteurs étrangers se sont mis au service d'artistes français, comme Nile Rodgers, du groupe Chic. Il va écrire pour Sheila la suite de ses folles aventures disco. Ça n'a pas pris une ride, je veux dire, c'est vraiment... La chanteuse était déjà couronnée de succès avec Love Me Baby et Singing in the Rain, mais ce n'était finalement que le début de l'histoire. C'est mon âme sœur. Lui et moi, enfin nous, on n'imaginait pas un instant que ça serait presque 50 ans après un tube sur lequel aujourd'hui tout le monde danse, tout le monde remixe et qui passe partout. Ça, c'est juste merci Seigneur et merci Nile. C'est en 1979 que Nile Rodgers et son groupe Chic se mettent en tête de produire une artiste européenne, à un moment où le disco commence à montrer des signes d'essoufflement aux États-Unis. Sheila, avec ses précédents tubes internationaux, semble être la candidate rêvée. Quand j'ai reçu la maquette de Spacer, je me rappelle, j'étais à Saint-Tropez, donc je suis allée dans la voiture, et puis j'ai mis ma cassette et j'ai écouté, je me suis refermée toute seule là, et je me dis j'écoute. Déjà, là, j'entends l'intro, je tombe. Je me dis, ah, c'est pour moi. C'est-à-dire que cette chanson est pour moi. Donc je suis là, je trouve ça magnifique, enfin bon. Puis après, j'ai dit, je vais chanter dessus. Et là, je dis, c'est pas possible, c'est trop bas pour moi, donc je l'appelle, du Nile. Il y a juste un problème, c'est que c'est pas ma tonalité. Et là, Nile me répond, ah non, mais moi, je déteste quand tu chantes dans l'aigu. Ah bon, d'accord, bon, ok. He's a ladies' man, always greet with a kiss on the hand, protects us all, at the ready to answer a call. In his own special way, he's gentle and kind, oppression he hates, love in his eyes. My heart skips a beat when I'm by his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. Grâce à cette chanson et à ce qu'on a fait ensemble, il a fait Madonna. Il a fait David Bowie. Duran Duran. Parce qu'ils ont tous entendu Spacer. Et c'est une même magnifique histoire. À
À l'image de Spacer, le disco de la fin des années 70 est une formidable usine à tubes qui tourne à plein régime. Mais il lui manquait encore quelques images pour s'asseoir comme le phénomène de société du moment. Un film va ancrer définitivement le disco dans une narration collective et mondiale. En 1h58, La fièvre du samedi soir va condenser toute l'énergie d'une époque, les rêves de sa jeunesse, sa musique et sa danse. Travolta, qui fait son apparition. Il y a la mise en place de tout le décorum des clubs, tout ça porté par une BO incroyable, des Bee Gees qui sont toujours des tubes 4 décennies plus tard. Et la France va jouer un rôle dans la fièvre du samedi soir. Car c'est dans les studios d'enregistrement du Château d'Hérouville, près de Paris, que les Bee Gees se trouvent lorsqu'ils reçoivent un appel qui va relancer leur carrière, alors au point mort. Des morceaux pour sa bande originale. I did say to them, this is when they draw a very big, deep breath when I said, I need them next week. And they actually wrote the original score in 1 week and had it ready for me. Absolutely. Samedi soir va devenir l'album le plus vendu de l'histoire, avant d'être détrôné par Thriller de Michael Jackson 4 ans plus tard. Avec ses chansons inoxydables et un tout jeune comédien au charisme incendiaire, La fièvre du samedi soir devient un phénomène de société et un succès en salle, avec plus de 4 millions de spectateurs en France. Le disco a trouvé son film étendard. Je voudrais demander à François Truffaut ce qu'il pense, lui. Alors là, je m'adresse au journaliste critique que vous avez été il y a quelques années. Vous avez vu déjà sans doute La fièvre du samedi soir. Oui, je trouve Travolta, ce nouvel acteur, qui a déjà du métier quand même. Hein. On voit, il est très fascinant. Il a surtout beaucoup de grâce. Il est très gracieux. Il est très intéressant. Et Travolta est vraiment agréable à regarder aussi. Et alors cette mode disco dont on parle beaucoup, qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Travolta, les Bee Gees surtout, Travolta. Ah, je suis fan de Travolta. Quoi. On vous a dit que vous lui ressembliez un peu? Oui, c'est souvent on m'a dit. Ça vous fait plaisir? Oui. Et quand je danse ici au Rex, les filles, y a pas de mal, hein, ça vient tout seul. Hein. La folie entourant le film pousse toute une génération à s'identifier à John Travolta et à épouser ses pas de danse.
Le phénomène La fièvre du samedi soir met en lumière la nouvelle culture des boîtes de nuit qui fait alors fureur partout dans le monde. Certaines sont tellement mythiques qu'elles se transforment en véritables lieux de pèlerinage pour noctambules, comme le Studio 54 à New York ou le Palace à Paris. On mélangeait toutes les classes sociales. Vous y allez, vous pouvez croiser Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, et puis aussi votre charcutier ou votre boulanger. Tout le monde rentrait, tout le monde se mélangeait. Et ça, c'était formidable. Le disco, c'était vraiment associé à tout un look disco. Alors, c'était pas Dave, Boat, les filles avec des paillettes dans les cheveux, etc. On a vu le meilleur et le pire. Hein. Tout était bon, la paillette est arrivée à outrance, mais c'était amusant, c'était bon enfant. Cette théâtralité, elle est très intéressante parce que elle a gagné absolument toutes les générations, elle a gagné tous les milieux sociaux, tout le monde a eu envie de s'habiller, donc disco. Et à l'entrée, ça aussi c'était nouveau, avant ça n'existait pas, on mettait quelqu'un, un physionomiste à l'entrée des boîtes qui vérifiait votre look. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas assez scintillant ou bien habillé, vous ne rentriez pas. Et donc tout le monde faisait des efforts. Ça a fait le succès du Palace. Voici le Palace, la caverne du disco. À l'entrée, des employés aux épaules de footballeurs américains sélectionnent une clientèle folle. Le Palace devient le point de rencontre de toute l'extravagance des années 70. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et l'horizon va bientôt s'obscurcir pour le disco, dont les lumières vont se mettre à vaciller au début des années 80. Le disco, c'est quand même le seul courant musical qui a été mis à mort. 12 juillet 1979 à Chicago. Une caisse remplie de vinyles disco est détruite à l'aide d'explosifs au milieu d'un stade de baseball. Ce jour-là, certains ont voulu mettre le disco à terre dans un happening provocateur et violent, un autodafé de disques inédit dans l'histoire. La nuit où le disco est mort, ça a été créé par un animateur de radio, une radio rock évidemment. Autour de ce truc-là, c'est une musique de noir, etc. On en a marre, on ne parle que de disco par-ci, disco par-là. Bon, il faut dire que c'était une mode tellement énorme qu'il y avait des céréales de petit déjeuner avec des éléments de la culture disco dedans, tellement ça avait pris une ampleur. Donc il y avait des gens que ça fatiguait. Et puis voilà, il y avait des gens qui se sentaient dépossédés, et notamment les rockers. Il faut dire que les fans de rock ont de quoi être furieux, car même des artistes aussi emblématiques que les Rolling Stones, Kiss ou Rod Stewart se sont mis à saupoudrer leurs chansons de sonorités disco. En France, pas de Demolition Night, mais des maisons de disques et un public qui se détourne peu à peu du disco. Et c'est une épidémie tragique qui va mettre en pause ce style musical pendant plusieurs années. Elle fait peur comme un cancer. C'est l'une des maladies nouvelles de cette fin du XXe siècle. On l'appelle le sida ou syndrome immunodéficitaire. Les années sida vont sonner la fin de la fête en portant un coup fatal à la légèreté véhiculée par cette vague musicale. Les homosexuels, qui furent les premiers porte-drapeaux du disco, payent un lourd tribut. Les noctambules se raréfient, les boîtes de nuit se vident, et certains grands noms du disco disparaissent, emportés par la maladie, comme Jacques Morali, le créateur des Village People. On avait vraiment l'impression que la fête était finie. Morali et Lolo sont rentrés en Europe, Jacques était malade, et malheureusement, la maladie l'a emporté assez rapidement.
Évidemment, ça a bouleversé toute ma famille. Pour les têtes d'affiche du disco, les années 80 correspondent à une période de disette. On a vécu un trou noir énorme après. Tous ceux qui, de loin ou de près, avaient touché à ça, on s'est tapé quelques années de purgatoire terrifiant. Plus personne ne voulait entendre parler de nous. À partir de 83 jusqu'à 88, 89, on est tous allés dans nos campagnes à attendre que ça se passe quand même. C'était quand même un peu du rail. Dans les années 80, le disco sort des radars de la musique française. Restent quelques pépites qui viennent s'ajouter à la longue liste des tubes nés de ce mouvement musical. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout bien danser. Tous les sonages et tropiques, à la bourse à raconte en musique, on a toute la vie pour s'aimer. En attendant bien danser, oh baby, j'ai danser. S'il ne fait plus vraiment recette en termes de vente dans les années 80, le disco reste le son de la fête, incontournable dans toutes les soirées. Et ces tubes disposent d'un capital amour inépuisable. La musique disco est une musique festive qui est totalement intemporelle. C'est la valse, c'est le tango 2.0. C'est-à-dire que c'est en fait devenu des références universelles quand on fait la fête. C'est pour ça que je croyais que c'était fini. Je me suis dit, bon, c'est fini, maintenant le disco, on n'en parlera plus. Et je vois qu'encore, quand je montais sur scène, on me réclamait encore les tubes disco. Je disais, non mais attendez, j'ai un nouveau disque qui vient de sortir, là maintenant, je voudrais vous le présenter. Non, oui, ça d'accord, mais chante-nous quand même, allez hop, Follow Me, Queen of Chinatown, tous les vieux trucs. Au-delà des pistes de danse qui vibrent encore et toujours au son du disco, le style musical va être totalement revisité et réinventé au milieu des années 90 par une bande de jeunes musiciens français, pionniers de l'électro. Les artistes de la French Touch vont devenir les héritiers du disco, en trouvant, tout comme leurs aînés, une rampe de lancement à l'international. Il y a eu des tas de gens dans leur coin. Voilà, il y a eu les Daft Punk, il y a eu Bob Sinclair, il y a eu Cassius, qui se sont mis à bricoler une musique dont personne ne voulait. Et on se disait, bon, bah, si personne n'en veut en France, est-ce qu'on n'irait pas la proposer juste en face, en Angleterre, c'est pas très loin. Quoi qu'il arrive, voilà, ils se sont retrouvés avec des petits gars français. Ah, c'est marrant, d'habitude c'est nul ce que vous faites, mais là, c'est pas mal. Mais c'était vraiment ça. Les gens en ont fait un ensemble. Ils se sont dit, ah bah ouais, la French Touch, voilà. Il y a un journaliste anglais qui a dû employer ce terme une fois. Et puis il y a une énorme demande qui s'est créée d'un seul coup des Anglais de cette musique, notamment avec Daft Punk. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par un petit label et ce succès est revenu en France. Et là, les Français se sont mis à s'intéresser. Ah ouais, dis donc, les petits Français là, qui ont des trucs en Angleterre, on peut peut-être regarder ce qu'ils font. Les groupes issus de la French Touch vont connaître une consécration mondiale. En 2014, lors de la très prestigieuse cérémonie américaine des Grammy Awards, les robots français Daft Punk vont recevoir 4 prix récompensant leur 4e album, Random Access Memories, emmenés par leur hymne funk et disco, Get Leclerc et Clara Luciani, 2 des têtes d'affiche les plus flamboyantes de l'époque, ont ressorti paillettes, boules à facettes et rythmiques endiablées du disco
avec l'envie farouche de faire danser. Dans la ville fade, et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde sous mon sein la grenade, sous mon sein la, regarde sous mon sein la grenade. Regarde sous mon sein la. Ça revient et ça repart, et le disco, ça fait 40 ans, et hop, 40 ans après, on revient au disco, et parce qu'on est en plein dedans. Si vous regardez Clara Luciani, si vous regardez Juliette Armanet, ben, c'est bien, on a fait des enfants, on a fait des petites filles, voilà. Aujourd'hui, toute une jeune génération continue d'écrire l'histoire foisonnante du disco. Pour beaucoup, dans les années 70, ce style musical n'était qu'une mode vouée à rapidement disparaître. Plusieurs décennies plus tard, le disco est plus que jamais présent, aussi éternel que notre besoin de danser et de faire la fête. Finalement, le disco n'était pas une mode, mais un mode de vie. Les plus belles pages, les plus beaux hymnes du disco restent sans doute encore à écrire. Une nouvelle révolution française est peut-être déjà en marche.